Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine à l'information l'essentiel. Un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 19h. Un plaisir également de partager ce plateau avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nana Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. J'aurais bien aimé savoir comment on dit bonsoir en turc, mais j'ai pas eu le temps de trouver. C'était trop compliqué à prononcer. Mais quand même, bonsoir aux populations d'Ankara, d'Izmir, également de la légende de ville de Constantinople. Bonsoir. Alors, nous sommes sur ce plateau avec le docteur Thierno Thioune, maître de conférence à la FASEC. Vous allez bien, docteur? Merci bien, Nana Aïcha. Je vais bien. Merci de me convier sur ce plateau. L'essentiel, qui est vraiment la tribune qui traite des questions essentielles. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes également avec Djiby Mbaye Fall, analyste diplomatique responsable du Centre africain de géopolitique islamique. Vous allez bien, monsieur Mbaye? Bonjour, Madame Néné. Je suis derrière sur ce plateau pour discuter de la coopération entre la Turquie et le Sénégal. Très bien. Nous sommes très ravis, en tout cas, de vous avoir tous les deux sur ce plateau. Le président turc est en visite officielle à Dakar. Recep Tayyip Erdogan est arrivé lundi soir au Sénégal, accompagné d'une forte délégation. Alors, justement, quel sens pourront-on donner à cette visite du président turc ici au Sénégal? Merci Nana Aïcha. Je crois que c'est le prolongement des relations historiques et à la fois culturelles que la Turquie a engagées avec le Sénégal depuis une bonne quinzaine d'années et qui se solidifie avec un nouveau type de partenariat plus sobre, plus efficace dans des domaines spécifiques qui aujourd'hui donne à la fois pour la Turquie de bonnes avancées dans le groupuscule Moyen-Orient où elle se trouve, mais aussi pour le Sénégal, ça constitue des enjeux véritables pour l'atteinte de son programme, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent. Donc je dirais que c'est vraiment un bon modèle de coopération aujourd'hui qui se poursuit et je crois que c'est plus bénéfique pour le Sénégal parce que ça le délie des types traditionnels de coopération qui le liaient avec les puissances coloniales traditionnelles. La Turquie, qui n'a pas un passé de puissance coloniale dans le pays, ne draine pas d'obstacles ou de contraintes, mais offre au Sénégal, n'est-ce pas, beaucoup d'opportunités dans des domaines spécifiques, notamment la santé, avec vraiment des investissements notables qui seront mis dans le domaine de l'énergie, avec 4 power chips, mais aussi dans de nombreux domaines tels que le parc industriel de Diamniadio. Je trouve que c'est une bonne, on va noter vraiment une bonne relation sénégalo-turque qui va se consolider dans la suite. Puisque à terme, on veut faire atteindre les échanges commerciaux entre les deux pays à hauteur de 1 milliard de dollars à environ 600 milliards de francs CFA. Je crois que c'est très important et c'est très bon de le saluer. Alors, monsieur Fall, à ce niveau, comment pourrons-nous justement analyser cette relation diplomatique entre les deux pays quand on sait que nous avons quelque part un Recep Tayyip Erdogan qui est fortement critiqué, quoi qu'on puisse dire en Europe? Oui, au fait, beaucoup de chefs d'État étrangers, occidentaux, naturellement, sont contre le président Erdogan. Alors que beaucoup de pays aussi membres de la coopération islamique pensent que le président Erdogan affirme un leadership très fort et qui nous convient, nous en tout cas ceux qui sont dans ce carcan islamique. Par exemple, pour le Sénégal, c'est un pays vraiment stratégique pour la Turquie, puisque le Sénégal a été le premier pays sur les 48 États d'Afrique subsaharienne à abriter une ambassade du Qatar depuis 1963. Donc, avec le président Erdogan, la coopération s'est intensifiée. Si je ne m'abuse, c'est la 4e visite de son excellence M. Erdogan. Et c'est pour davantage renforcer la coopération économique entre les deux pays, qui est vraiment au beau fixe et qui se développe de plus en plus. Au regard des investissements que les entreprises ont consentis au niveau de Diamniadio, c'est pratiquement plus de 100% du PIB. Et pour la phase numéro 2, la Turquie, actuellement, les entreprises turques présentes au Sénégal sont numéro 2
par rapport aux entrées étrangères. Donc c'est la France qui vient en premier, la Turquie est au niveau 2. Ça explique aussi, ça s'explique aussi par le fait que le président Erdogan a opté pour une destination africaine, parce qu'il est très compliqué dans la géopolitique au niveau du Moyen-Orient. Au niveau de l'Europe, n'en parlons pas. Tout le monde sait que les Européens ne veulent pas l'adhésion de la Turquie au niveau en leur sein. Principalement le président Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Donc c'est la raison principale pour laquelle le président Erdogan s'est tourné vers l'Afrique, où il y a des intérêts géostratégiques, effectivement. Alors justement, le président turc, la Turquie s'est tournée vers l'Afrique. On l'a dit, l'objectif à court terme de ces échanges peuvent porter jusqu'à 1 milliard ou bien 400 millions de dollars. Mais concrètement, qu'est-ce que le Sénégal gagne justement par rapport à cette coopération? Je crois que le Sénégal a tout à gagner si on a une intelligence pratique de mettre à contribution notre patronat privé dans le cadre de joint venture. Et moi, c'est là où je ferai un plaidoyer fort au président de la République, n'est-ce pas, d'exiger dans les négociations, n'est-ce pas, de permettre quand même à notre patronat privé national d'intégrer ces secteurs qui sont encore les secteurs très porteurs. Alors, notez bien qu'il y a plus de 29 projets qui seront exécutés par les entreprises turques, ce qui va être une part assez importante de plus de 450 milliards. Et vous voyez que ça constitue des ressources importantes sur lesquelles notre privé national pourrait quand même prendre part. Je crois que, mais je dirais à ce niveau, il faut que notre privé national se mette aussi à niveau, respecte les standards internationaux. Si je prends par exemple, on nous parle de l'arrivée des Turcs dans l'arachide, qui a été sous la mainmise des huiliers sénégalais à un moment donné, et la Chine ces derniers temps. Je crois qu'il nous faut quand même, non pas exporter directement l'arachide, mais il faut que la Turquie nous permette quand même, dans le cadre, n'est-ce pas, d'échanges technologiques, de pouvoir transformer cet arachide en huile ou dans d'autres produits intermédiaires pour pouvoir exporter et inonder le marché turc. Mais à entendre le président de la République, c'est comme si on offrait toute la production arachidaire, n'est-ce pas, au marché turc. Je crois que le plus important, c'est de permettre quand même de mettre en place dans le patronat, dans le privé, n'est-ce pas, des possibilités de transformation qui nous permettront d'internaliser les ressources issues de toute la chaîne de valeur agricole pour pouvoir maintenant aussi, parce que cela sert une coopération, il faut que ça soit une coopération fondée sur vraiment des intelligences pratiques, sur des modèles. Aussi, si vous prenez le cas des hydrocarbures, vous savez que jusqu'à maintenant, on a le Cap Power Ships, qui est la barge qui se trouve au niveau des côtes, qui nous produit aussi de l'électricité. C'est vrai que la Chine a fait la Turquie a fait beaucoup d'expériences, notamment au Ghana, où 35% de la production est faite par les Turcs, qui a permis de réduire de plus de 50% les coûts. Récemment, on a vécu ce qu'on appelle l'augmentation des prix de l'électricité. Je crois qu'aussi, dans ce niveau, si cette coopération ne nous sert pas à contenir nos prix et que l'arrivée des Turcs dans ce domaine n'a pas permis de maintenir les prix et on vit une augmentation de prix, je crois que ça devrait quand même, on peut titiller notre intelligence et voir un peu comment on pourrait redresser tout ça. Si vous prenez aussi dans le domaine des infrastructures, on a dit que la Turquie va faire ce qu'on appelle le stade olympique, qui, je dis, bat tous les records en termes de financement, plus de 155 milliards, à part quelques grands stades aux États-Unis ou dans les pays occidentaux. Je crois que c'est le stade le plus cher. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va continuer à offrir, n'est-ce pas, aux entreprises étrangères les possibilités de construction? Je crois que construire un stade devrait être donné à tout privé national qui pourrait être à ce niveau-là. Mais justement, vous avez dit que ça devrait normalement être un partenariat gagnant-gagnant, mais on a tout le temps l'impression, lorsqu'il s'agit de coopération, que justement, c'est l'entreprise, le secteur privé étranger qui en bénéficie le plus. D'ailleurs, la preuve, on parle d'une augmentation des échanges commerciaux qui va atteindre dans un horizon moyen de plus de 1000 milliards. Alors, il faut qu'on se pose la question,
Comment est balancé ces échanges commerciaux? On sait que jusqu'à maintenant, les échanges commerciaux sont balancés en faveur de la Turquie. Il nous faut quand même redresser la barre pour que qu'on puisse inonder le marché chinois, le marché turc. Vous savez, le marché turc, rien qu'Istanbul, c'est 12 millions d'habitants. C'est plus de la population du Sénégal. Il devrait être possible quand même, nos produits locaux qui sont produits issus du secteur primaire tel que l'élevage, on a beaucoup de lait qu'on déverse quand la production atteint certains records, qu'on aurait pu transformer en fromage et autres et inonder le marché chinois. Je crois que cette coopération doit être quand même réorientée dans ces types de coopération où quand même les étrangers ou les entreprises qui nous viennent de l'étranger viennent accompagner du point de vue technologique. Parce que si je prends par exemple la gestion d'un aéroport, je crois que gérer un aéroport, on n'a pas besoin d'aller importer des services de gestion d'un aéroport. C'est bon de construire, mais il faut qu'on aide aussi nos entreprises nationales à pouvoir exécuter ces types de tâches. Mais si par extraordinaire, l'arachide sénégalaise a pénétré le marché turc, il est évident qu'ils vont transformer pour revenir nous vendre un peu plus cher, parce que ce sera du chocolat turc ou en tout cas un autre produit dérivé justement de l'arachide et qu'ils nous vendront peut-être plus cher. Alors à ce niveau, M. Djibril Fall, est-ce que vous ne pensez pas, comme l'a si bien dit le docteur Thioune, qu'en réalité, entre nos deux pays, il faudrait impérativement que l'on insiste sur le transfert de technologies? Oui, c'est une bonne chose le transfert de technologie, mais avant cela, je voulais me présenter sur un fait. La Turquie est la 13e puissance économique mondiale. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de nos entreprises nationales qui sont très en deçà de la potentialité des Turcs. Maintenant, c'est à notre secteur privé de s'organiser et essayer d'avoir le soutien de l'État pour avoir vraiment une banque qui va les accompagner. Parce que qui donne justement les marchés. N'est-ce pas que l'essentiel des marchés sont des marchés publics? C'est l'État sénégalais qui donne le marché de construction d'une autoroute, c'est l'État sénégalais qui donne le marché de construction d'un aéroport ou d'un stade. On l'a vu récemment avec Dakar Arena. Ce ne sont pas des nationaux qui l'ont construit. Et bien vrai que nous avons des nationaux qui ont l'expertise avérée, quoi qu'on puisse dire, M. Djibril Fall. Oui, comme solution, moi, je propose que le Sénégal s'inspire de l'expérience du Qatar. Par exemple, au Qatar, aucune entreprise étrangère ne peut investir sans pour autant s'associer à un national. Donc, l'étranger vient avec 50% des départs de l'entreprise et il s'associe avec un Qatari qui va l'accompagner pour la réalisation d'une infrastructure. Donc, le Sénégal peut prendre cet exemple, mais on ne va pas, à l'aide de la mondialisation, dire que nous fermons nos frontières. Hier, nous avons entendu tous le président de la République dire que le Sénégal est ouvert à tout le monde. Les Allemands peuvent venir, les Chinois, les Marocains, mais aussi les Sénégalais qui sont bien outillés, qui ont l'expertise, qui ont aussi l'expérience. Il faudrait que le secteur privé s'organise davantage pour faire face aux étrangers, mais de manière transparente. S'organise davantage, oui, mais aussi avec l'aide un peu de l'État. On l'a vu avec les autres pays lorsqu'ils viennent dans notre pays au Sénégal, ils sont tout le temps accompagnés du secteur privé. Alors il faudrait une main par rapport à l'État du Sénégal pour aider justement le secteur privé. Oui, c'est ce que nous demandons, puisque le président Erdogan, lui, vient c'est comme le roi Mohamed VI. Eux, ils font de la diplomatie économique. Le roi Mohamed VI, quand il vient au Sénégal, la moitié de son avion est rempli par des hommes d'affaires. Donc il faudrait que le Sénégal, pour faire face à ces pays qui sont puissants et qui interviennent dans les activités économiques de notre pays, il faudrait qu'on revoie le cadre juridique de coopération qui régit le Sénégal avec ces deux pays. Et là, j'interpelle les députés parce que c'est à eux de voter des lois qui sont favorables à notre secteur privé pour les préserver de certaines dérives dues à la mondialisation. Alors, Dr Thioune, on le sait pertinemment, le Sénégal, il ne manque pas justement de partenaires bilatéraux. La Chine continue d'investir et investit depuis fort longtemps au Sénégal. Le Japon, idem. Les États-Unis, pareil. La France également. Mais qu'est-ce qui empêche justement à notre pays de pouvoir décoller et de décoller véritablement de manière très objective? Mais ce qui empêche notre pays, moi, deux idées me viennent en tête. C'est qu'il nous faut encore de forts leaders, le leadership. Vous pouvez prendre le cas du Rwanda. En 19 ans,
Kagame a changé carrément la face, n'est-ce pas, de Kigali. Si on vous fait descendre nuitamment à Kigali, vous penserez que vous n'êtes pas dans un pays africain. Vous vous rappelez, lorsqu'on tenait ici une des émissions essentielles sur, on va dire, comment gérer de manière beaucoup plus efficace le budget qui est alloué aux dépenses en matière de téléphonie, de véhicules et autres, c'était des ressources importantes qu'on aurait pu glaner pour accompagner ce secteur privé national. Et l'État doit être fort dans ce sens en mettant à contribution tous les leviers financiers qui existent pour accompagner. On a vu la naissance du club des investisseurs du Sénégal. On a vu ici qu'un Sénégalais a construit et refait ce qu'on appelle le building administratif, même si par ailleurs on a parlé du montant du financement. On a vu aussi qu'un Sénégalais a construit des autoroutes ici à Baratal avec Jean Lefebvre Sénégal. Je crois que c'est le rôle de l'État. Et là, quand même, moi je pointe du doigt nos dirigeants qui doivent quand même aider, même si par ailleurs aussi on peut dire que le secteur privé national aussi doit suivre aussi la cadence, parce que nous sommes dans un monde de compétition où les appels d'offres du point de vue de la réglementation deviennent des appels d'offres internationaux où des entreprises internationales puissent compétir. Mais je crois que la préférence nationale à un moment donné aussi devrait être une exigence si on veut internaliser les ressources qu'on gagne. Le pays, vous dites, ne décollez pas, mais on a enregistré des taux de croissance importants sur 5 ou 6 ans. Mais ce qui se passe, c'est que ce taux de croissance important n'a pas changé de manière importante aussi le vécu des concitoyens. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les ressources se sont créées, il y a un dynamisme de l'activité économique, mais ce dynamisme n'est pas répercuté sur les Sénégalais. Parce que seulement le secteur qui porte ce type de croissance est un secteur constitué de capitaux privés étrangers et qui se partagent les dividendes et qui les exportent et qui les rapatrie. Donc je crois que à ce niveau, le pays peut décoller si quand même sur certains domaines on met en avant ce qu'on appelle la préférence nationale. Moi je vois mal par exemple qu'on nous dit que jusqu'à après 60 ans d'indépendance, on continue de nous construire des stades. Des stades, on peut en faire. On peut gérer des aéroports. Mais il faut que l'État mette les digues, mette les remparts pour permettre, n'est-ce pas, au privé national d'aller lever des fonds, n'est-ce pas, d'aller recruter, d'avoir des ressources humaines qualifiées qui sont disponibles aussi dans le pays. Vous savez, il y a une formation assez importante d'un stock de capital humain très important qui sort de nos écoles, qu'on peut utiliser et qui nous vaut aussi aujourd'hui à l'étranger de beaucoup de satisfaction. Je crois que l'État doit encadrer ce privé national pour leur permettre d'aller lever les fonds et de pouvoir faire ce que les étrangers font chez nous. Je crois qu'on ne peut plus aller importer des services qu'on peut faire sur nous. Et là, je crois que ce type de coopération, quand même, on salue ce type de coopération parce que au moins la Turquie amène un nouveau souffle dans les types de coopération traditionnelle. Maintenant, c'est une coopération gagnant-gagnant, sobre, mais très efficace. Parce que aussi, la Turquie, aussi, quoi qu'on puisse dire, a des ambitions. Parce que la Turquie est très loin sur le classement des pays de puissance économique et la Turquie veut à très court terme être 7e puissance économique parce que la Turquie fait face à l'Arabie Saoudite parce qu'il y a c'est une zone très conflictogène et la Turquie veut prendre, n'est-ce pas, son envol. Et la Turquie, puisque maintenant a tapé longtemps à la porte de l'Europe et l'Europe ne lui a pas ouvert sa porte, se tourne vers l'Afrique qui lui maintenant donne beaucoup d'opportunités et particulièrement au Sénégal où maintenant dans beaucoup de secteurs, n'est-ce pas, les entreprises turques sont présentes. En tout cas, M. Fall, la coopération avec la Turquie ne fait que commencer, en tout cas d'après les dires du président de la République. On l'a vu pour cette fois, 7 accords encore ont été signés. Le président de la République a parlé aussi de l'agriculture. Alors, est-ce qu'on peut espérer déjà quelque chose dans le domaine de l'agriculture? Est-ce que ça peut donner un nouveau souffle dans ce secteur? Oui, effectivement, l'industrie agroalimentaire turque est est très forte. Si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez connu les bonbons biscrème et les hobbies. Donc, on adorait elle en raffole. Oui, ce sont des entreprises agroalimentaires turques qui ont fabriqué ces bonbons que les Sénégalais adorent. Donc, c'est par ces petites choses que la Turquie commence à se faire aimer de la population sénégalaise. C'est le fameux soft power.
Et vous voyez que du Biscrème, ils sont allés vers des SAD, vers des marchés internationaux, vers la construction d'hôtels de luxe comme le Radisson de Diamniadio. Bon, par rapport à l'agriculture, moi je voudrais que le Sénégal impose un quota. Par exemple, pour les entreprises nationales, on peut leur donner jusqu'à 60% de la production. Et pour les 40%, les entreprises étrangères comme les Chinois, les Marocains, les Turcs ou les Saoudiens éventuellement peuvent aller puiser dans ce stock. Mais il faudrait nécessairement instaurer un quota par rapport à la production agricole. Alors, la production agricole, c'est d'un côté, vous l'avez cité, en tout cas la production agroalimentaire en Turquie. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de Sénégalais qui se ravitaillent en Turquie en termes d'habillement, parce que pratiquement tout est importé de la Turquie, M. Djilifal. Mais d'un point de vue géoéconomique, d'une part, vous l'avez brossé tous les deux avec le Dr Fall, mais géostratégique et géosécuritaire, on sent une Turquie qui veut également être beaucoup plus présente en Afrique et du côté militaire, compte tenu justement de la décision prise par Erdogan d'intervenir justement en Libye. Oui, vous vous souvenez, la Libye faisait partie de l'Empire ottoman. Donc le président Erdogan, qui est héritier de cet grand empire qui avait dominé beaucoup de pays du Moyen-Orient, je peux citer beaucoup de pays, par exemple le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, même jusqu'en Palestine, tous ces pays ont été dominés par l'Empire ottoman. La Libye aussi, le Maghreb faisait partie de l'Empire ottoman. Donc le président Erdogan voudrait venir pour restaurer le leadership des Turcs sur ce conflit en Libye, qui est un enjeu vraiment géostratégique pour le monde, parce que le maréchal Khalifa Haftar est conseillé par des colonels et des généraux américains. Le président Macron joue un rôle très ambigu en Libye. Les Émirats arabes unis aussi soutiennent militairement le général Haftar. Donc c'est un conflit qui vraiment, si l'Union africaine ne prenne pas au sérieux le cas de la Libye, on aura une ingérence de beaucoup de puissance, et là ça va échapper à l'Afrique. Alors, la crise libyenne qui intéresse beaucoup le président Erdogan, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a commencé sa visite en Algérie. Mais absolument, vous savez que la crise libyenne constitue un des grands échecs de l'Afrique. Hein. Et je crois que si on a aujourd'hui le président Erdogan qui prend, le président Recep Tayyip Erdogan qui prend ses responsabilités d'être le leader, parce que Kadhafi a voulu jouer ce rôle-là. Je crois qu'aujourd'hui, ça entre dans cet objectif quand même, vraiment de redonner à la Turquie, n'est-ce pas, sa place qui devrait lui revenir. Vous savez, la Turquie n'est pas seulement présente en Afrique pour les aspects économiques. La Turquie est présente au Soudan. Vous savez, lorsque Erdogan a invité Bachar al-Assad, al-Bashir plutôt, au Soudan, lors de l'inauguration de l'aéroport, le plus grand aéroport d'Istanbul, c'était sous l'embargo soudanais en ce moment-là. C'est que Erdogan veut aujourd'hui reprendre quand même, redonner à l'Afrique, à la région quand même, on va dire cette place qu'on devrait lui connaître. Parce qu'en réalité, si on ne règle pas la crise libyenne, les conséquences sont là directement. Il y a l'immigration, mais aussi c'est un pays qui est encore en souffrance et en difficulté. Mais l'aspect le plus important que je veux retenir sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, Erdogan doit quand même montrer aussi à ses autres concurrents. Parce qu'en réalité, à côté de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, la Turquie aussi ne fait pas bonne figure du point de vue de leader en général. C'est pourquoi donc la Turquie veut reprendre quand même tous ses droits en passant par l'Afrique, en restaurant d'abord la dignité dans le pays libyen et après reprendre, n'est-ce pas, sa place dans le Moyen-Orient.
Alors à ce niveau, avant de redonner la parole à Djily Fall, mais docteur, est-ce que vous ne pensez pas que le leadership incarné par certains hommes forts de Moscou aujourd'hui, de la Turquie comme Erdogan, je veux parler de Vladimir Poutine, d'une part du président Xi Jinping en Chine, et par rapport justement à cette démarche et cette présence en Afrique, est-ce que nous ne sommes pas dans une nouvelle forme de guerre froide? Ça donne tout l'air, en tout cas. Ça donne tout l'air et j'aime bien votre analyse parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde bipolaire où les rapports de force vont continuer d'exister. C'est vrai que l'Afrique, d'ici 2050, est le continent des perspectives. On aura les 2,2 milliards de population en augmentation dans le monde, la moitié viendra de l'Afrique. L'Afrique a plus de 20% des ressources importantes du monde. L'Afrique aussi, et on le dit, est une zone conflictuelle. Donc ce qui fait que lorsque Erdogan a compris que maintenant l'axe Europe, Arabie Saoudite, Iran l'échappe, il ne peut plus être le leader, il s'est tourné vers l'Afrique et a pris les devants. Et quand même résorber le retard que la Chine et la France a pris sur elle. Ce qui fait que donc aujourd'hui, la Turquie a des ambitions fortes. C'est pourquoi si vous voyez les secteurs dans lesquels la Turquie investit, c'est les secteurs vraiment les plus stratégiques. C'est la défense, c'est l'agriculture, c'est la culture, mais aussi c'est les infrastructures. Parce que en réalité, si vous accompagnez ces pays, vous avez la voix de ces pays. Et je crois que c'est très compréhensible du côté de Erdogan de vouloir quand même revenir en Afrique parce qu'en réalité, la piste européenne n'est plus possible. Alors quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, l'Afrique est un bon allié en termes d'échanges commerciaux. Oui, effectivement, actuellement, toutes les puissances internationales veulent s'orienter vers l'Afrique. On a assisté récemment au sommet entre la Russie et l'Afrique. On a entendu aussi des sommets Allemagne-Afrique, France-Afrique, États-Unis-Afrique, Japon-Afrique, Indonésie-Afrique. Même Israël commence à vouloir organiser lui aussi un sommet avec l'Afrique. C'est à l'Afrique de voir comment chercher des partenaires. Comment en tirer profit. Mais si on laisse l'Afrique aux puissances, ils vont se partager comme la fameuse conférence de Berlin. Ils vont s'organiser pour se départager les pays, choisir les pays qui sont les moins nantis pour s'associer avec les pays, par exemple. C'est un partage, c'est comme un gâteau. Alors, vous rejoignez alors le docteur Thioune qui parle de leadership fort, parce que lorsqu'aujourd'hui on se tourne en Afrique, il faudrait que nous aussi, qu'on comprenne justement ces enjeux-là. Oui, je suis en phase totale avec le docteur Thioune. Et naturellement, il faudrait que l'Afrique, l'Union africaine même, organise une conférence pour voir qui est le meilleur partenaire pour l'Afrique. Je sais que pour développer l'Afrique, ce sont les Africains même qui doivent développer leur continent. Mais nous sommes dans une ère de mondialisation, donc dans cette globalisation, on ne peut pas fermer nos frontières. Donc il faudrait essayer de voir qui est le meilleur partenaire pour l'Afrique. En tout cas, la Chine, la Turquie, autant pour moi, se positionne et nous, en tant que pro-islamique, nous souhaitons que la Turquie investisse davantage en Afrique parce que pour nous, c'est le meilleur partenaire. C'est le meilleur partenaire, oui, docteur. Mais c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez un peu tous les pays qui marchent bien, prenez le Ghana, à un moment donné, c'est délié totalement du dictat des institutions de Bretton Woods. Le Rwanda l'a fait avec Kagame. Tous les grands pays qui aujourd'hui sont comptés sur le continent africain, à un moment donné, se sont départis de leur poids historique de lien avec les institutions de Bretton Woods. Je crois que c'est une des pistes, une des clés sur lesquelles nous pouvons quand même jouer. À mon avis, l'Afrique, ce ne sera pas facile. On sort des siècles d'esclavage, des siècles de colonisation. On est encore sous l'emprise, n'est-ce pas, de la dominance monétaire, même si on essaie de faire des pas. Ce sera très compliqué, mais ce qui va changer les choses,
c'est le leadership fort. Il nous faut à un moment donné tous les pays qui ont marché. Margaret Thatcher en Angleterre, Ronald Reagan aux États-Unis, vous avez Erdogan en Turquie. Mais Erdogan, je vous le dis, c'est de la dictature cachée. Mais c'est parce que et ça donne des résultats. Mais à un moment donné, moi je suis même de ceux qui pensent que des fois, les dictatures dans des pays comme les nôtres, ça pourrait marcher. Parce que on peut chanter tous les bienfaits de droits de l'homisme et autres, mais aussi à un moment donné, les peuples ont besoin d'être éduqués, d'être moralisés, d'un leader qui a le bâton et qui donne des fois aussi la carte. Mais docteur, à condition que l'on ne tombe pas dans les travers du roi Christophe, quoi. que Dieu nous a préservé. Oui, vous voulez dire. Oui, moi je suis contre la dictature, comme on dit. Moi je suis pour la démocratie, vraiment. Peut-être que c'est par rapport à ma formation. Même si je connais beaucoup de pays qui ont eu un despote éclairé comme leader et qui s'en ont sortis. Mais pour le modèle sénégalais, moi je pense que c'est la démocratie qui est la démocratie de cheval, on le sait pertinemment. Nous, depuis les indépendances à nos jours, on est taxé de bons élèves des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, raison pour laquelle, à un moment donné de l'histoire, nous avions vécu justement les travers justement des plans d'ajustement structurel. Nous avons connu pas mal justement de descentes aux enfers sous la coupole justement des années de braise. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas également adopter d'autres méthodes comme le Ghana, qui est aujourd'hui un exemple, quoi qu'on puisse dire, dans la zone ouest-africaine, mais également le Rwanda, qui ne cesse d'être cité, malgré le fait qu'en 1994, ils ont vécu le génocide. Oui, sur ce point, je suis en phase avec vous. Vous avez cité tantôt le Rwanda et le Ghana, ce sont des parties de ces institutions. Même aussi la Malaisie, dans la coopération islamique, par exemple, la Malaisie, c'est des parties du FMI et de la Banque mondiale. Et moins de 10 ans, ils s'en ont sorti. Ils n'ont plus de dette actuellement. La Malaisie fait partie des pays les plus riches au monde. Et, parce que ces institutions vraiment cherchent à stopper vraiment l'évolution économique de ces pays. Et vraiment, l'Afrique aujourd'hui, moi, c'est pour moi l'occasion même de demander à tous les pays africains de sortir de ces institutions, que ce soit le FMI ou la Banque mondiale. Maintenant, ça va créer un boucan. Après, on va nous réorganiser pour essayer de voir quel partenariat devons-nous adopter pour... La finance islamique, c'est une solution peut-être? Effectivement, vraiment, ça c'est une bonne chose. La finance islamique qui est une finance pas occidentale, c'est une finance inter-islamique qui favorise l'émergence des pays. Même aujourd'hui, la Grande-Bretagne a adopté ce style de finance. Il y a beaucoup de pays européens qui ont introduit dans leur législation les principes de la finance islamique, alors que c'est destiné aux pays musulmans, mais maintenant, on voit actuellement des pays musulmans qui sont à l'antenne. Mais, par exemple, notre pays, le Sénégal, a adopté récemment la loi sur le waqf, qui permet aux Sénégalais de s'acquitter de leurs devoirs envers l'islam. Et ça va encore régénérer de la croissance pour notre pays. Mais est-ce que des pas sont en train d'être faits dans ce sens, allant dans ce sens? Oui, les députés, il y a 2 ans, ont voté une loi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi sur le waqf. C'est un instrument de la finance islamique. Il y a d'autres instruments qui peuvent essentiellement soutenir l'économie du pays. Et il y a beaucoup de pays, par exemple l'Indonésie est un pays qui a adopté cette finance et qui fait partie aussi des pays les plus avancés en Asie. Donc il faudrait essayer de changer de paradigme. Et le Sénégal, je pense qu'il est sur la bonne voie pour essayer de changer la donne. Changer de paradigme, sortir de ces institutions ou bien même redresser le pays. Comme l'a dit le docteur, il faut quand même des hommes forts pour le faire, Abdoulaye. Oui, effectivement, parce qu'il ne cesse de citer l'Indonésie. On peut revenir en arrière pour parler de la conférence de Bandung qui devait normalement permettre justement aux pays sud-sud justement d'incarner, docteur, un leadership très fort, un leadership fort. On a l'impression qu'en réalité, nous avons des guides qui ont peur justement de l'émergence économique. Mais on peut même ne pas aller très loin. À côté de chez nous, il y a le Cap-Vert, pays insulaire, avec beaucoup de contraintes et qui fait des avancées extraordinaires. Vous savez, nous sommes universitaires, on titille un peu, on se fait des questionnements et on soulève un peu le débat. C'est vrai que la démocratie, elle est bonne,
Mais à un moment donné aussi, il faut s'arrêter et s'interroger. Je dis, dans tous les pays où il y a eu un leader fort éclairé, ça a marché. Et les exemples, on peut en prendre au volet. Donc je dis en réalité que les pays d'Afrique en général, qui ont beaucoup d'opportunités, aujourd'hui en Guinée, à côté de chez nous, pays extrêmement riche, on parle de soubresauts et de difficultés liées à un troisième mandat. Et je me rappelle que Barack Obama disait au Ghana, lors de son discours, que les pays africains n'ont pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Donc je crois que ce qui incarne ces institutions fortes, à un moment donné de la vie, doivent quand même s'arrêter et regarder ce qui a été fait jusqu'ici et qu'est-ce que ça donne. On a 60 ans d'indépendance. 60 ans d'indépendance qui fait que nous avons le même PIB par tête. Moi, personnellement, nous qui vivons en 2020 et nos grands-parents qui vivaient en 1960. Est-ce qu'ils n'étaient pas même plus riches en termes d'indice de développement humain? En tout cas, plus riches en qualité de vie. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on est exposé à un environnement très dégradant ou à des difficultés liées à des embouteillages énormes. La qualité de vie se détériore. Et les pays qui sont en avance et qui sont à la tête des pelotons, ce sont les pays où la qualité de vie est importante. Parce que aussi le développement ne se résume pas à gagner des taux de croissance, mais aussi il faut que cela se voit aussi sur le vécu des populations. Vous prenez le Canada, que j'ai eu la chance ou le privilège de visiter dans le cadre de voyages d'études. Vous avez besoin de rester chez vous pour un papier administratif, d'aller par exemple sur Service Ontario, que vous connaissez bien, de cliquer et de recevoir votre papier. Ça diminue la corruption, vous n'avez pas le contact et c'est efficace. Je crois qu'on a besoin d'une administration efficace. Et une administration efficace, ça commence parce que aussi, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça commence par les leaders qui incarnent notre administration. J'ai fait récemment un article sur la corruption où quand même on a vu que, en réalité, c'est que la corruption a atteint des proportions insoupçonnées. Et cela, ça vraiment, de manière corrosive, atteint les affaires parce que ça a diminué la qualité des infrastructures et la production des biens et services publics qui devaient être à la disposition des citoyens. Parce qu'en réalité, ça augmente les coûts et en retour, ça ne suit pas. C'est pourquoi nous accusons des retards. Je crois qu'à un moment donné, il faut que quand même nous ayons des dirigeants qui quand même mettent en avant ces aspects-là. Et les modèles existent. Et moins politiser également l'espace public, parce que lors de la dernière visite du président Erdogan, lui-même disait au président Macky Sall qu'il avait 9 enfants pour une population de 80 millions d'habitants, là où pour une population de 16 millions, nous avons pratiquement entre une quarantaine de ministres. Et ça donne un peu l'idée que même au-delà de Erdogan, vous allez en Allemagne, pays le plus puissant de l'Union européenne, qui n'a que 11 ou 12 ministres. L'Espagne, qui n'a que 11 ou 12 ministres. En fait, ce n'est pas le nombre de ministres qui fait le développement d'un pays. Il n'y a aucune étude scientifique qui montre une corrélation positive avec le nombre pléthorique de gouvernement et le développement. D'ailleurs, la preuve, on a eu toujours... Peut-être c'est parce qu'il y a énormément de secteurs à développer. Non, mais on peut en arrêter à des directions techniques confiées à des technocrates où on met en avant les compétences, l'appel d'offres. Côte d'Ivoire qui commence à gérer la Côte d'Ivoire est sortie récemment avec le problème sur l'ivoireté, des difficultés énormes. Mais là-bas, même le directeur des douanes, pour postuler, il faut un appel à candidature. Partout dans les sphères, dans toutes les grandes directions, on fait appel à candidature. Je crois que maintenant, ici, peut-être, pour être directeur quelque part, il faut avoir la carte du parti, il faut qu'on se départisse de ça. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un pays qui a encore des difficultés sur des pans importants, notamment la santé, sur l'éducation, où on veut soigner et éduquer tous nos enfants, qu'on continue quand même de dire oui, si vous perdez votre poste,
si vous perdez votre localité, vous allez perdre votre poste de directeur. Je crois que ce n'est plus acceptable. On est dans un monde de compétition. Le monde ne nous attend pas. Il nous faut quand même se départir de cet art-là pour permettre à notre pays et à tout le monde d'accéder à ces ressources qui appartiennent à tous, parce que ces 40 ministres qu'on paye, ce sont les TVA que vous payez, c'est l'impôt de revenu qu'on prend sur ton salaire, mais aussi ce sont les impôts bâtis, c'est-à-dire les ressources qu'on leur donne, qui devraient nous mener à développer notre pays. Je crois que là, il nous faut comprendre cela et aller de l'avant. Alors, l'appel à candidature qui faisait aussi partie des recommandations issues des assises nationales et reste peut-être qu'à l'appliquer. Alors, justement, le président turc va après en Gambie. Quel enjeu peut-être pour la Gambie? Oui, l'enjeu pour la Gambie, c'est essentiellement par rapport à la tenue de la conférence islamique dans 2 ans, en 2022, Inch'Allah. Pour la première fois, la Gambie va organiser le sommet de l'OCI qui regroupe les 53 pays musulmans. Donc la Turquie, qui est un poids dans la géopolitique islamique à côté de l'Iran ou à côté de l'Arabie saoudite, va peser de tout son poids, surtout par rapport aux infrastructures, pour aider la Gambie à avoir une très belle conférence. Et le Sénégal aussi accompagne la Gambie, puisque nous savons les relations cordiales entre le président Macky Sall et le président Adama Barrow. Alors, mais dans la même logique, aujourd'hui, on le sait pertinemment, Erdogan est en train de faire sa pénétration en Afrique. Est-ce que vous pensez que le Gambie est un bon levier économique pour justement la Turquie? Oui, la Gambie, le président Erdogan, par rapport aux pays d'Afrique de l'Ouest, se focalise sur la Gambie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et la Guinée aussi, parce que la Guinée a eu l'Organisation de la coopération islamique a eu comme secrétaire général un ressortissant guinéen, Ahmed Sékou Touré. Donc c'est un pays aussi qui compte beaucoup pour la Turquie, y compris la Gambie, qui est très proche du Sénégal, surtout avec le départ du président Yahya Jammeh, qui n'a jamais voulu mettre sur pied des initiatives allant dans le sens de renforcer la coopération islamique. Même c'était une leurre quand il disait qu'il voulait faire de la Gambie un pays qui va se baser sur la charia par rapport à sa jurisprudence. Mais les pays islamiques ont compris que le Sénégal et la Gambie sont 2 pays, sont 2 peuples, mais un seul pays. Et taper sur la Gambie, c'est taper sur le Sénégal. Être ami avec la Gambie, c'est être ami avec le Sénégal. Et ça va se concrétiser dans 2 ans, Inch'Allah, avec l'Organisation de la coopération islamique. Alors oui, docteur, revenir un peu sur les enjeux par rapport à la Gambie. Oui, la Gambie, c'est un pays quand même qui entretient des relations très importante avec la Turquie, parce que la Turquie est déjà présente dans le domaine de l'énergie en Gambie. Mais aussi l'enjeu, comme l'a rappelé Fall, c'est que la Gambie va organiser bientôt le sommet de l'OCI. On a connu ça au Sénégal, c'est un bon levier et une bonne source de pouvoir redynamiser et de pouvoir construire quelques infrastructures dans ce pays. Et la Gambie en a fort besoin. Mais je crois que les liens de la Turquie et la Gambie, c'est comme les rapports entre le Sénégal et la Turquie. C'est que la Gambie aussi a besoin de la Turquie, de l'expertise turque, n'est-ce pas, dans des domaines, comme je l'ai rappelé, dans l'énergie et autres. Mais le point le plus important, et pour revenir au Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, la Turquie offre quand même un nouveau type de partenariat efficace, sobre, qualifié de soft power, qui va permettre, avec ces 2 bras vraiment armés, la TICA et la fondation d'aide humanitaire, vont permettre quand même au pays aujourd'hui de pouvoir capter tout l'investissement direct étranger nécessaire. Mais maintenant, il faut qu'on puisse avoir l'intelligence vraiment pratique de pouvoir, au moins, lorsque ces ressources et ces investissements seront faits, que ça soit quand même avec toutes les potentialités privées nationales. Sauf quoi,
on aura aussi des échecs carrément dans ce domaine. Parce que aussi la coopération, ça doit servir à ça. On ne peut pas vivre les coopérations, les empiler, mais il faut à un moment donné aussi de pouvoir bénéficier quand même de l'expérience de ces coopérations et de pouvoir partir par nous-mêmes. Je crois que c'est important dans ce sens. Mais il faudra impérativement que quand même le secteur privé national sénégalais puisse s'organiser, parce que nous avons plusieurs secteurs privés, mais on a l'impression que c'est des secteurs privés qui n'ont pas en tout cas les ressources nécessaires, ou en tout cas qui apparaissent comme faibles devant justement de gros investisseurs. Moi, si j'avais le pouvoir, c'est vrai que on parle de secteur privé et les personnes que nous voyons, je ne faut pas les citer. En réalité, il faut se questionner. Moi, j'aurais mis, par exemple, le privé national, nos parents bol, mais sauf qu'il faut les formaliser. Parce qu'en réalité, c'est ceux qui détiennent le pouvoir, les pouvoirs financiers. Parce que le secteur privé national qu'on a connu jusqu'ici, à part